troisième roman, La Conspiration, qui se penche sur un épisode particulier de l'histoire des États-Unis, un épisode méconnu, mais qui est clair sur ce qui se passe actuellement dans l'Amérique de Trump. On est juste après la crise de 29, le chômage explose, les ressentiments sont nombreux, et que vont imaginer une poignée de financiers et d'industriels de Wall Street ? Vous avez raison de commencer par la crise de 29, parce qu'en 1932, quand le livre s'ouvre, vous avez imaginé une armée de soldats américains avec leurs femmes et leurs enfants, tous plus maigres les uns que les autres, et qui foncent vers Washington. Parce qu'ils veulent qu'on leur paye ce qu'on leur doit de la Première Guerre mondiale. Ils s'appellent eux-mêmes la Bonus Army, parce qu'ils veulent le bonus. Ces gens-là n'ont que leur courage pour l'emporter. Et face à eux, au même moment, quelques mois plus tard, va être élu Franklin Delano Roosevelt, avec un programme très social d'augmentation des impôts. Zuckman et Piketty n'arrêtent pas de parler de lui, parce qu'il a augmenté les impôts des plus riches. Et vous avez donc un double mouvement. D'un côté, ces gens frappés par une terrible injustice, qui souffrent, et des milliardaires, les voilà, qui à Wall Street se disent « ce président-là qui veut tout nous prendre, il faudrait le dégager ». Et ces gens-là dans les rues, ça ne rappelle pas un peu l'Europe ? Les mouvements fascistes sont tous nés dans ces mouvements de vétérans souffrant de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un coup d'État fasciste. Une tentative de coup d'État, oui. Qui est imaginé sur le modèle de l'Allemagne d'Hitler et de l'Italie de Mussolini. Parce qu'on l'a oublié, mais avant d'être le pays qui libère l'Europe du joug nazi, l'Amérique a été tentée par le fascisme. L'Amérique a été très tentée par le fascisme. Dans les années 1920, beaucoup se disent, dans une Amérique qui va mal, où il y a des grèves et des crises, il nous faudrait un bon Mussolini au pouvoir. Et ils regardent Mussolini avec fascination, pour deux raisons. D'abord parce que c'est l'ordre, et puis aussi parce que beaucoup de financiers américains ont mis beaucoup d'argent en Italie. Ils ont gagné beaucoup de sous. Et ils se disent, en fait, c'est génial, un régime fasciste. Il y a l'ordre, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de syndicats, et il y a des commandes publiques énormément. Et donc on commence à regarder du côté de l'Italie avec fascination. Et quand arrive au pouvoir Roosevelt, qu'entre eux, les milliardaires appellent Rosenfeld, parce qu'ils sont persuadés qu'il est un peu juif quand même pour être comme ça. Alors qu'il n'était pas juif, mais il était considéré comme l'égal des juifs. Voilà, Rosenfeld, d'ailleurs, JP Morgan, et je le raconte, JP Morgan, c'est la grande banque et le grand banquier de l'époque, il fait partie de ce complot, c'est même lui qui est un peu à l'origine du complot. Il va payer un généalogiste pour chercher s'il n'y a pas une goutte de sang juif quelque part, et quelqu'un lui dit « oui, c'est un peu comme les Rosenfeld ». Et donc ils l'appellent tous ensemble Rosenfeld, et s'il y en a un qui dit Roosevelt, non, Rosenfeld. Et quand le programme arrive, le New Deal, entre eux, ils l'appellent le Jew Deal, le deal des Juifs. C'est ça l'ambiance de l'époque. Un pas de côté consacré à un personnage historique et à une photo ultra célèbre. Le cliché, le voici. Le personnage, tout le monde le connaît. Vous allez l'incarner au cinéma. Gilles Lellouche, pour les 10 derniers jours de sa vie, Jean Moulin, homme symbole de la résistance à l'occupant nazi. Et si tous les Français de toutes les générations le reconnaissent, c'est grâce à cette photo iconique, regard lointain et grave, visage et silhouette recouverts d'un feutre, d'un par-dessus et d'un foulard. Cette photo, elle a une histoire, pas celle qu'on croit. Elle a été prise en mars 1940. Jean Moulin, qui est alors préfet d'Eure-et-Loir à Chartres, vient passer quelques jours chez sa mère et chez sa sœur à Montpellier. C'est là qu'il retrouve un ami d'enfance, passionné de photographie et qui en fera son métier. Il s'appelle Marcel Bernard. Les deux hommes étaient comme des frères. Ils se sont beaucoup filmés et photographiés. Ainsi, ces images commentées par Marcel Bernard dans un documentaire de 1983. C'était un être jovial, un peu inquiet par moments, réservé. Jean Moulin, lui-même cinéaste amateur, qui nourrissait une admiration sans borne pour le génie de Chaplin. Ça fait penser un peu au premier film de Charlie Chaplin, au fond. Jean Moulin était un admirateur de Charlie Chaplin. On en parlait souvent. Là, nous prenons quelques vues avec un appareil 9-12. Ça l'amusait beaucoup d'être filmé, parce qu'il aimait beaucoup le cinéma. Et puis, c'était nouveau pour nous. Voilà cet autre visage de Jean Moulin. C'est une insouciance qui est très loin de la photo de 1940. Impression trompeuse, parce qu'au moment de la photo, la France est en guerre, mais elle n'est pas occupée. La Wehrmacht n'a pas lancé son offensive et Jean Moulin n'est pas entré en résistance. Ce sera 3 mois plus tard. Non, en ce jour de début mars 1940, après déjeuner chez la mère de Jean Moulin, les deux amis partent en promenade, en contrebas de l'aqueduc du Pérou, dans le quartier Les Arceaux. Marcel Bernard suggère à Moulin de s'adosser à un mur de l'ouvrage avant de lui tirer le portrait. Quand il reçoit le tirage quelques jours plus tard,
tard. Moulin n'est pas emballé, ce n'est pas bien brillant pour un virtuose comme lui, écrit-il à sa sœur. La photo n'est donc pas celle d'un chef clandestin. Non, elle résulte de la promenade insouciante de 2 amis d'enfance, ce qui ajoute de l'humanité et ne réduit en rien l'héroïsme du personnage, celui que vous allez incarner, Gilles. Absolument. Oui, je suis un peu fébrile à l'idée de vous en parler, parce que l'admiration que j'ai pour cet homme est telle que je l'envisage avec énormément de respect, d'humilité et j'espère de vérité. Mais c'est vrai que c'est un homme très étonnant dans la manière dont il s'est révélé héros. C'était pas un militaire de carrière, c'est un homme qui n'est jamais monté sur le front. C'était un préfet, sous-préfet, esthète, amateur d'art. Dessinateur, caricaturiste. Et c'est un homme qui très rapidement s'est sacrifié pour son pays, puisque assez rapidement il s'est tranché la gorge pour ne pas avoir à signer des papiers compromettants des tirailleurs sénégalais. Les nazis lui demandaient de mentir, plutôt mourir que de mentir. C'est un homme qui avait un sens de l'honneur absolument incroyable. Et j'ai eu une chance inouïe de pouvoir faire ce projet avec Laszlo Nemes, qui avait fait l'extraordinaire Fils de Saul, il y a une dizaine d'années. Donc je suis très concerné, très impliqué et encore une fois très fébrile. À suivre le combat d'Evelyne Delia contre le cancer du sein. Orelsan qui évoque la question de la santé mentale, du burn-out, du surmenage, les petites phobies de Benjamin Biolay, la nostalgie de Vanessa Paradis et l'humour bienvenu de Vincent de Dienne. Lendemain soir de gala, c'est le titre de cet album qui est né d'un gros coup de cafard après la dernière de votre spectacle Un soir de gala, avec l'envie, on va en parler, de faire continuer à vivre les personnages que vous alliez quitter. Un lendemain soir de gala, avec, dans cette version limitée, un sous-titre, Les chanceurs sont des connards. Voilà. Ça c'est dit. Hein, ça c'est dit. Ouais. Oui, ça, c'est extrait du spectacle. Oui. Les chanceurs sont des connards parce que vous êtes une... Ça fait 2 fois que vous dites chanceur. Oui, les chanteurs sont des connards. Elle est impressionnée. C'est quoi ça? Les chanteurs sont des connards parce que vous êtes une boule de cul de jalousie. Ah oui, oui, évidemment. Évidemment. Depuis l'école. En fait, depuis l'école, c'est insupportable. On est d'accord, non, Pierre? Les beaux gosses chevelus qui faisaient de la guitare et qui emballaient tout le monde. Tu l'es pas, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est que l'objectif est le même, c'est d'être sexy, d'avoir un sex appeal. Il y en a qui se contentent de chanter parce qu'ils sont beaux. Ouais. Puis il y a ceux qui ont... Mais on s'était presque engueulé là sur ce plateau avec Didier Bourdon. Je me rappelle quand on était venu. Enfin, on s'était pas engueulé mais il n'était pas d'accord avec mon analyse sur les comiques. Parce que moi, je trouve que... Enfin, il me semble, et c'est bien pour ça que... Il y a beaucoup de comiques qui ont fait des albums. Je veux dire, Elie Semoun, Valérie Lemercier, Didier Bourdon, il en a fait un, Gad Elmaleh, Kian Kojandi. Enfin, on est nombreux à avoir fait de la musique. Parce que si on était si on était mieux dans notre peau, si on était moins convaincu d'être le laidron de service, eh ben on chanterait. Mais comme on n'a pas le physique, eh ben, on fait des blagues. Mais c'est quand même la même volonté d'être crooner, je trouve. L'héroïne de Virginie est dans le déni. Elle tente de raviver les souvenirs heureux pour reconquérir son mari. Vous, Michel, d'une rupture douloureuse, vous en avez fait un spectacle d'humour. À chacune, sa façon de se battre. Je crois, puis de toute façon, à partir du moment où on décide d'en rire, c'est que déjà ça va un tout petit peu mieux. Oui. C'est qu'on a déjà commencé à mettre un peu de distance. Non, ce que je trouve très juste dans le personnage de Pauline, c'est ce déni, en fait, au départ, sur la rupture. Et je trouve ça mais tellement vrai. Je pense que c'est ça aussi qui fait que le roman de Virginie touche les gens et que la série touche les gens aussi. C'est que je pense que dans un chagrin d'amour, on se dit non. C'est pas possible. On ne peut pas s'être aimé comme ça et se séparer. Ça n'existe pas. Et donc, ce déni de Pauline, il est très, très juste. Voilà. Vous mettez toujours un peu de vous dans vos romans, Virginie. C'était le cas aussi dans Le Parfum du Bonheur, qui avait un sous-titre « Et plus fort sous la pluie ». L'histoire d'un couple qui ne survit pas à la perte d'un enfant. C'est un drame que vous avez vécu, mais que vous avez surmonté. Notre couple a survécu.
après des turbulences, en effet. On a perdu notre premier enfant à la naissance. Et j'ai eu besoin, justement, moi, ma mise à distance, ça passe beaucoup par l'écriture. Donc j'ai eu besoin d'écrire ce livre-là. Et voilà, c'est une fiction, mais dans laquelle il y a un drame intime qui est raconté. Ce titre, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, c'est un peu la même idée, la même philosophie qu'une phrase que disait beaucoup votre grand-mère, Michel. Il y a toujours un temps mieux dans un tant pis. Oui, j'aime bien cette phrase. D'abord, elle aide un peu à vivre de temps en temps. C'est-à-dire, on se dit, bon, au moment des choses difficiles à porter, on se dit, si on fait le bilan, on se dit, tiens, à chaque fois qu'il y a eu un truc lourd à porter, quelque chose de bien qui s'est passé. Donc, croyons en ce truc bien qui va arriver. Ça permet de continuer, de survivre et d'être bien avec les autres surtout, et de ne pas être dans la rancœur, parce que moi c'est ce qui me fait le plus peur dans la vie, c'est d'être dans la rancœur, dans l'aigreur, dans le voilà. Je n'ai pas envie d'être cette personne, donc je fais tout pour faire que les choses se modifient dans le bon sens. Voilà. C'est un peu votre philosophie de vie aussi, Virginie ? On essaie tous d'aller vers le contraire de l'aigreur. Mais c'est vrai qu'avec les coups qu'on prend tout au long de la vie, on peut avoir tendance à s'enfoncer. Mais la philosophie de ta grand-mère, oui, je la trouve très juste, parce que souvent, on vit quelque chose en se disant c'est dramatique, je m'en relèverai pas. Et en fait, on se rend compte que derrière, il y avait quelque chose de bien ou de mieux. Je crois qu'on a tous vécu quelque chose comme ça.